J'ai toujours fait confiance à ma femme, mais un jour, j'ai demandé à un partenaire commercial de me déposer en voiture. Et la vérité m'a bouleversé. Un collègue m'a ramené chez moi. Une phrase anodine. C'est tout ce qu'il a fallu pour détruire 12 ans de mariage. Couronné par la révélation que m'a faite un médecin 3 semaines plus tard. Je m'appelle Éric Legrand. J'ai 42 ans. Je dirige les opérations d'une chaîne de restaurants de taille moyenne basée à Lyon. Cet établissement, plus de 40 employés. Assez de travail pour occuper mon esprit de 6 heures du matin jusqu'à bien après le dîner. Hélène a 39 ans, elle travaille dans le marketing pour une entreprise régionale de santé en centre-ville. Nous avons une fille nommée Manon, âgée de 9 ans, vive d'esprit et pleine d'énergie. Notre vie sur le papier semble solide. Une maison dans un bon quartier, des économies correctes, des soirées en amoureux un vendredi sur 2. Le genre d'installation qui fait dire aux gens lors des barbecues de quartier, vous deux, vous êtes un modèle. Un modèle, vraiment? Tout a commencé un jeudi soir, fin octobre. Je venais de terminer une réunion d'approvisionnement avec un fournisseur à Givors et mon utilitaire était au garage pour un problème de frein. Mauvais timing, comme d'habitude. Mon collègue Rémi Gauthier, qui gère les contrats des fournisseurs pour 2 de nos établissements, a proposé de me ramener vers la ville. Rémi est un homme droit, la quarantaine, pas du genre à bavarder ou à semer la zizanie. C'est exactement pourquoi ce qu'il a dit m'a frappé différemment. Nous roulions depuis 20 minutes en discutant d'un fournisseur qui nous livrait moins de marchandises que prévu. Puis Rémi s'est tu un instant, avant de dire, presque comme s'il pensait à voix haute, dit, question bête. Est-ce qu'Hélène conduit toujours cette Audi Q5 blanche? Je l'ai regardé. Oui, pourquoi? Rémi a gardé les yeux sur la route. J'ai vu une voiture correspondant à cette description garée devant le restaurant Le Méridien il y a 2 soirs. Mardi. Je déposais des papiers pour le directeur du soir. Je l'ai remarqué à cause de l'autocollant de la salle de sport sur la lunette arrière, la même où va Clara. Il a fait une pause. Il y avait un homme avec elle. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. J'ai juste pensé que c'était professionnel. Je n'ai rien dit pendant un moment. À quoi ressemblait-il? Rémi a haussé les épaules. Grand, veste sombre. Ils entraient ensemble, très proches. J'ai hoché la tête lentement et j'ai changé de sujet, mais quelque chose en moi venait de basculer, de manière silencieuse et invisible, comme une faille sismique s'ajustant sous une terre immobile. J'avais toujours fait entièrement confiance à Hélène, et il avait suffi d'un trajet avec un partenaire de travail pour que 12 ans de certitude commencent à s'effondrer. Quand je suis rentré ce soir-là, Hélène était sur le canapé avec un verre de vin, regardant quelque chose sur son ordinateur portable avec des écouteurs. Elle en a retiré un et m'a souri. Ce sourire facile, habituel. Longue journée. Oui, ai-je répondu. La réunion sur les stocks a duré plus longtemps que prévu. Le dîner est au frigo. J'ai fait ce poulet au citron que tu aimes. Je suis allé dans la cuisine. J'ai réchauffé mon assiette. J'ai mangé debout devant le comptoir, fixant la fenêtre au-dessus de l'évier tandis que le quartier s'enfonçait dans la nuit. Elle est entrée brièvement pour se resservir du vin, a embrassé mon épaule et est retournée au canapé. Tout était normal. Tout était exactement, précisément normal. C'était la partie qui me dérangeait le plus. J'ai pensé à mardi soir. Je n'avais pas interrogé Hélène sur mardi. Pas encore. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler ses messages de ce soir-là. Elle m'avait écrit à 18h47, je reste un peu tard. Préparation du bilan trimestriel. Ne m'attends pas. Le Méridien était à 12 minutes de son bureau. Le Méridien n'était pas non plus un endroit bon marché. Pas le genre d'endroit où l'on prend un morceau sur le pouce pendant une surcharge de travail. C'était le genre d'endroit où l'on allait quand on voulait que la soirée ait une importance particulière. Je ne l'ai pas confronté. Pas ce soir-là. Je n'étais pas prêt. J'avais besoin de plus que la simple remarque de Rémi. Je devais savoir si mon intuition réagissait à quelque chose de réel ou si j'allais faire exploser mon mariage pour une coïncidence de parking. Alors, j'ai fait ce que tout homme dans ma situation fait quand il n'est pas prêt à affronter la réponse. J'ai pris note mentalement, j'ai souhaité une bonne nuit à ma femme et je me suis allongé dans le noir à ses côtés, l'écoutant respirer. Le sommeil n'est pas venu facilement, mais la décision,
oui. J'allais découvrir ce qui se passait réellement, calmement, prudemment, et sans montrer mon jeu avant d'avoir toutes les cartes en main. Pendant les 3 jours suivants, je n'ai rien dit. J'ai souri au petit déjeuner. J'ai posé des questions sur ces réunions. J'ai aidé Manon à faire ses devoirs pendant qu'Hélène était assise sur le canapé à faire défiler son téléphone. Une routine normale, exactement ce qu'elle attendait de moi. Mais j'écoutais à présent. J'écoutais vraiment. Pas ce hochement de tête distrait que je faisais depuis des années pour passer à autre chose. Je veux dire, le genre d'écoute où l'on capte la demi-seconde de pause avant une réponse, où l'on remarque le léger mouvement des yeux de quelqu'un qui cherche une histoire inventée plutôt qu'un souvenir. La structure des alibis d'Hélène était propre, trop propre. Chaque soir où elle s'absentait, elle avait une raison, toujours raisonnable, toujours juste assez vague pour ne pas inciter à poser de questions de suivi. Le mercredi avait été la préparation du bilan trimestriel. Le jeudi, c'était un verre avec Delphine. Le lundi suivant, c'était la gym, puis les courses. J'ai vérifié le ticket de caisse des courses qu'elle avait laissé sur le comptoir. 51 €, 2 sacs. Elle s'était absentée pendant 3 heures. J'ai commencé à tester les limites doucement, l'air de rien. Comme on appuie sur un bleu pour savoir à quel point il est profond. Tu n'avais pas dit que Delphine était hors de la ville ce mois-ci, ai-je demandé en buvant mon café un matin, les yeux fixés sur ma tasse. Hélène n'a pas hésité une seconde. C'est la semaine prochaine. Elle a repoussé son voyage. Ah, d'accord, j'avais oublié, ai-je dit. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Je pensais à la remarque de Rémi chaque jour. C'est Audi Q5 blanche, l'homme à la veste sombre. Proche. Entrant ensemble. Je rejouais ces mots comme une chanson que je ne pouvais pas me sortir de la tête. Et sous ce refrain, une question continuait de faire surface, depuis combien de temps? Le vendredi suivant, j'ai dit à Hélène que je devais prendre un train pour Bordeaux en raison d'un problème opérationnel urgent dans notre restaurant là-bas. J'ai même préparé un sac, je suis allé à la gare, je me suis assis dans la salle d'attente pendant 40 minutes, j'ai pris un café, puis j'ai fait demi-tour et je suis revenu à Lyon. Je me suis garé à 3 pâtés de maison du Méridien à 18h15. À 19h02, l'Audi Q5 blanche d'Hélène est entrée sur le parking. Elle est sortie vêtue de cette robe portefeuille anthracite que je ne lui avais pas vue depuis des mois. Des talons que je ne reconnaissais pas, les cheveux lâchés. Elle s'est observée dans le rétroviseur extérieur avant de se diriger vers l'entrée. Pas une vérification rapide, mais un examen minutieux. Il est arrivé 8 minutes plus tard. Grand, la trentaine avancée, athlétique, confiant de cette manière dont les hommes le sont quand ils n'ont jamais eu de raison de ne pas l'être. Il ne l'a pas touché dehors. Pas besoin. La façon dont elle s'est tournée vers lui disait tout. Ouverte, chaleureuse, se penchant vers lui avant même qu'il ne l'atteigne. Ils sont entrés ensemble. Je suis resté assis dans ma voiture et j'ai respiré. Je ne suis pas entré. Je suis resté sur ce parking pendant 2h40. Quand ils sont sortis, elle riait de quelque chose qu'il avait dit, sa main effleurant brièvement son bras avant de se raviser et de la retirer. Une vieille habitude, une nouvelle discipline. Elle connaissait la différence entre le comportement à l'extérieur et à l'intérieur. Elle n'a pas balayé le parking du regard. Elle n'a pas regardé par-dessus son épaule. Elle s'est dirigée vers sa voiture comme une femme qui n'avait de compte à rendre à personne. J'ai pris le chemin le plus long pour rentrer. Quand je suis arrivé, les lumières étaient éteintes. Je me suis assis à la table de la cuisine dans le noir pendant un moment, pensant à Manon, endormie à l'étage. À l'histoire du soir que je lui avais lu la veille, au dessin d'empreintes de main qu'elle avait collé sur le frigo avec des aimants dépareillés. Je n'étais pas encore prêt à tout faire exploser. Pas sans connaître la forme exacte de ce à quoi j'avais affaire. Le lendemain matin, j'ai passé un appel. Un détective privé nommé Thierry Simon, recommandé par un ancien collègue qui avait traversé une épreuve similaire 3 ans auparavant. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café près de mon bureau. Il était calme, professionnel, a posé les bonnes questions et aucune de celles qui ne servaient à rien. Je lui ai donné les dates, le nom du restaurant, la description de l'homme. Il m'a dit qu'il aurait des informations préliminaires sous 10 jours. Encore une chose, lui ai-je dit avant de partir. J'ai besoin d'en savoir plus sur un événement d'entreprise il y a environ 10 ans. Ma femme travaillait au groupe Santé Renier.
Il y avait un séminaire annuel ou quelque chose de similaire. Je veux savoir qui était présent à cet événement avec elle, en particulier qui était son supérieur direct à l'époque. Thierry m'a regardé fixement. Vous pensez que cela remonte à si loin? Je pense, ai-je dit prudemment, qu'il y a des questions que j'aurais dû poser il y a bien longtemps. Il a hoché la tête et l'a noté. J'ai payé les 2 cafés, je suis retourné à ma voiture et je suis resté assis derrière le volant un long moment avant de démarrer. Je n'étais plus un mari essayant de savoir si sa femme mentait. J'étais un homme en train de monter un dossier, et j'avais l'intention de bien le faire. Thierry Simon m'a appelé 9 jours plus tard, non pas pour me faire un rapport téléphonique, mais pour me demander de le rencontrer en personne. Cela m'a tout dit avant même qu'il ne prononce un seul mot. Nous nous sommes assis dans le même café près de mon bureau. Il a commandé un café noir. Je n'ai rien commandé. Il a fait glisser un dossier cartonné sur la table et m'a laissé l'ouvrir moi-même. L'homme s'appelait Olivier Morel, 38 ans, consultant immobilier pour un cabinet d'affaires en centre-ville. Marié. Sa femme s'appelait Nathalie. Pas d'enfant. Le dossier contenait des photos imprimées. Surveillance horodatée. Olivier et Hélène entrant au Méridien. Une autre photo, prise un autre soir, devant un bar à vin du Vieux-Lyon. Une troisième, celle qui m'a crispé la mâchoire. Prise à travers la vitre d'un restaurant. La main d'Hélène posée sur la table, ses doigts reposant sur ceux d'Olivier. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Thierry a entouré sa tasse de ses 2 mains. D'après ce que j'ai pu établir, au moins 7 mois, peut-être plus. Ils sont prudents, mais pas invisibles. Toujours les 2 ou 3 mêmes endroits. Toujours en semaine. Jamais les week-ends. Jamais les week-ends parce que les week-ends étaient réservés à la famille. Pour Manon, pour moi. J'ai refermé le dossier. Et pour l'autre sujet que je vous avais demandé d'examiner? Le groupe Santé Rognier, le séminaire d'entreprise il y a 10 ans. Thierry a hoché la tête lentement. Cela a demandé des recherches. Il a sorti une 2e feuille de sa veste, des courriels imprimés, un annuaire du personnel lors d'un séminaire d'entreprise, avec un nom entouré au stylo bleu, son supérieur direct à l'époque du séminaire annuel. 11 ans plus tôt, pour être exact. C'était un homme nommé Christian Sauvage, 44 ans aujourd'hui, toujours dans la région, dirigeant son propre cabinet de conseil à Écully. J'ai fixé le nom. Y avait-il des signes qu'ils étaient proches en dehors du travail? Assez proches pour que 2 anciens collègues avec qui j'ai parlé, sous couvert d'anonymat, se souviennent qu'ils étaient inséparables lors de ce séminaire. L'un d'eux l'a décrit comme. Thierry a jeté un œil à ses notes. Point le genre de proximité qui rend les gens mal à l'aise au bureau le lundi suivant. Je me suis adossé à la banquette. Hélène était rentrée de ce séminaire un dimanche soir. Je m'en souvenais clairement car j'étais allé la chercher à la gare. Elle avait l'air fatiguée et silencieuse d'une manière que j'avais attribuée à un long week-end. Nous nous étions arrêtés pour manger sur le chemin du retour. Elle avait à peine touché à son assiette. Elle m'avait dit qu'elle était simplement épuisée. Manon est née 8 mois et 3 semaines plus tard. J'ai remercié Thierry. J'ai payé les cafés. Je suis allé à ma voiture et je suis resté assis derrière le volant sans démarrer pendant un long moment. Le calcul tournait déjà dans ma tête. Le genre de calcul qu'on ne veut pas faire, mais qu'on ne peut pas arrêter une fois qu'il a commencé. Ce soir-là, j'ai commandé un kit de test ADN de paternité sur Internet. Livraison en 2 jours. J'ai utilisé une adresse email secondaire et une carte de paiement prépayée achetée dans un bureau de tabac en rentrant. Quand Hélène m'a demandé ce que je faisais sur mon ordinateur portable, je lui ai dit que je vérifiais des factures de fournisseurs. Elle a hoché la tête et s'est remise à regarder sa série. Je l'observais du coin de l'œil et j'ai senti quelque chose se fermer doucement en moi, comme une porte qui claque dans une partie de ma poitrine que je n'aurais jamais cru encore ouverte. Quoi qu'il arrive ensuite, j'allais y faire face les yeux grands ouverts et armés de chaque fait concret. Le kit est arrivé un mercredi, alors qu'Hélène était au travail et Manon à l'école. J'ai signé le bon de livraison, je suis allé directement dans la cuisine et j'ai lu les instructions à 2 reprises avant de faire quoi que ce soit. La procédure était simple. J'ai utilisé un écouvillon pour ma propre joue. Pour l'échantillon de Manon, j'ai prélevé un second échantillon sur sa brosse à dents dans la salle de bain qu'elle utilisait chaque matin. La notice précisait que cela fonctionnait.
J'ai scellé les 2 prélèvements dans les sachets étiquetés, j'ai enregistré le numéro du kit en ligne avec mon adresse mail de secours et je suis allé à la poste pendant ma pause déjeuner. Puis j'ai attendu. 12 jours qui ont semblé durer 12 mois. J'ai gardé ma routine intacte. Chaque matin, je préparais du café pour 2. Chaque soir, je demandais à Hélène comment s'était passée sa journée et j'écoutais des réponses lisses et banales. Je la regardais interagir avec Manon. La façon dont elle l'aidait avec son cartable, lui tressait les cheveux les jeudis matins, l'appelait « ma puce » d'un ton affectueux et naturel. Hélène était une bonne mère. Je n'en avais jamais douté. Mais une bonne mère et une épouse honnête ne sont pas toujours la même personne. J'ai également planifié autre chose pendant ces 12 jours. Quelque chose que j'avais évité pour des raisons que je ne pouvais pas entièrement m'expliquer. J'ai appelé une clinique spécialisée en santé masculine dans l'est de Lyon et j'ai réservé un bilan complet de fertilité. À mon arrivée, le médecin, un homme calme et méthodique d'une 50aine d'années, m'a posé une série de questions standards sur notre historique médical. Combien de temps avions-nous essayé avant d'avoir notre fille? Quels examens, le cas échéant, avions-nous fait auprès de professionnels de santé à l'époque? Je lui ai dit que nous n'avions consulté personne, que nous avions juste continué d'essayer, et que cela avait fini par fonctionner. Il m'a demandé si je souhaitais procéder à un bilan complet. J'ai dit oui. Les résultats sont arrivés 4 jours plus tard. Je me suis assis dans la salle d'examen et j'ai écouté le médecin m'expliquer, dans un langage clinique mesuré, que mon nombre de spermatozoïdes était gravement inférieur à la normale, se situant dans les 2% les plus bas des hommes testés dans cette clinique. Il a utilisé des mots comme mobilité, morphologie et infertilité masculine. Il a déclaré qu'une conception naturelle dans mon cas n'était pas absolument impossible, mais que la probabilité statistique était, selon son avis professionnel, extrêmement faible. Moins de 2%, a-t-il dit, peut-être même nettement moins selon d'autres facteurs. Je lui ai demandé carrément, est-ce qu'un homme avec de tels résultats peut avoir un enfant naturellement sans intervention médicale? Il est resté silencieux un moment. Ce n'est pas quelque chose que je peux exclure totalement, a-t-il dit avec prudence. Mais je ne serais pas honnête en qualifiant cela de probable. Je l'ai remercié. Je suis monté dans ma voiture. J'ai conduit jusqu'à un parc près de mon bureau et je suis resté assis sur un banc près d'un étang pendant 40 minutes sans bouger. Moins de 2%. Manon avait 9 ans. J'avais entraîné son équipe de mini-basket. Je lui avais tenu la main pendant chaque orage. Je lui avais lu les 3 mêmes livres illustrés tant de fois que je pouvais les réciter par cœur. J'avais été son père de toutes les manières possibles. Et maintenant, un rapport clinique me disait que son existence, la façon dont elle était venue au monde, le timing, l'histoire qu'on m'avait racontée, ne tenait pas debout. Les résultats du kit ADN sont arrivés 2 jours plus tard. J'ai ouvert l'enveloppe seul à ma table de cuisine, la maison vide, la lumière de l'après-midi tombant plate et grise à travers les stores. J'ai lu le résultat une fois. Puis j'ai posé la feuille à plat sur la table et j'ai appuyé mes 2 paumes contre la surface, respirant régulièrement. Probabilité de paternité, 0%. Je me suis levé, je suis allé au garage, j'ai pris un pot de fleurs en céramique qui traînait sur l'établi depuis le printemps dernier, celui qu'Hélène avait acheté et n'avait jamais utilisé, et je l'ai jeté violemment contre le mur en béton. Il s'est brisé en une douzaine de morceaux. Je suis resté là à regarder les débris sur le sol, la poitrine haletante, les poings serrés. Puis je me suis baissé, j'ai ramassé chaque morceau, je les ai jetés à la poubelle et je suis retourné à l'intérieur. Je me suis de nouveau assis à la table de la cuisine. J'ai regardé le dessin de Manon sur le frigo, son nom écrit au feutre violet dans le coin inférieur droit, les lettres encore un peu maladroites. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Maître Daniel Mercier. Je veux qu'on se voie, ai-je dit quand il a décroché. Rapidement. J'ai tous les éléments. Je n'ai dit à personne ce que j'avais découvert. Pas encore. Les résultats ADN sont restés dans la poche intérieure de ma veste pendant 3 jours, comme une braise brûlant le tissu. Et j'ai continué ma vie comme si de rien n'était. J'ai examiné des rapports d'activité. J'ai réglé un litige de livraison dans notre établissement du centre-ville. J'ai fait des crêpes le samedi matin et j'ai découpé celles de Manon en petits triangles comme elle l'aimait. Normal, stable, le visage d'un homme qui ne venait pas de voir toute sa compréhension des 9 dernières années s'effondrer. C'est un mardi après-midi, à la sortie de l'école de Manon, que tout s'est effondré en moi.
Je suis arrivé tôt, ce qui était inhabituel pour moi, mais j'avais terminé le travail plus tôt ce jour-là. J'attendais près de l'entrée principale avec quelques autres parents, les mains dans les poches, regardant vaguement les portes. Quand elles se sont ouvertes et que les enfants ont commencé à sortir en courant, j'ai immédiatement repéré Manon. Son sac à dos violet, une couette déjà à moitié défaite, comme toujours en fin de journée. Elle marchait à côté d'une autre fille, plus grande, aux cheveux sombres, du même âge. Elle riait de quelque chose, tête contre tête. Alors qu'elle s'approchait, j'ai aperçu le profil de l'autre fille et j'ai senti tout mon corps se figer. Les pommettes, la forme des yeux, la façon dont son front se plissait légèrement quand elle riait. J'avais déjà vu ce visage dans le dossier que Thierry Simon avait posé sur la table du café. Manon s'est arrêtée devant moi et a pris ma main. « Papa, c'est Chloé. On est dans le même groupe de lecture. » Chloé m'a regardé et m'a souri poliment. « Bonjour, Chloé, ai-je dit. » Ma voix est sortie calme, je ne sais par quel miracle. Sur le chemin du retour, Manon m'a raconté que le père de Chloé était consultant d'entreprise et qu'il venait parfois la chercher le mardi. J'ai hoché la tête et j'ai posé des questions de suivi dont j'entendais à peine les réponses. Mes mains sont restées stables sur le volant. À l'intérieur, je faisais déjà ce calcul qu'aucun père ne devrait jamais avoir à faire. Chloé Sauvage, même école, même groupe de lecture, même visage. Ce soir-là, après que Manon se soit endormie, je suis allé au garage. Je me suis tenu devant l'établi et j'ai pris une coupelle en céramique qui s'y trouvait depuis l'été dernier. Un des projets de décoration d'Hélène qu'elle avait abandonné à mi-chemin. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis je l'ai jeté contre le mur du fond. Elle a éclaté dans un bruit sec contre le béton. Je suis resté là à regarder les débris s'éparpiller sur le sol, la poitrine oppressée, la mâchoire contractée. Puis j'ai tout nettoyé, chaque éclat. J'ai balayé la poussière dans la poubelle. J'ai éteint la lumière du garage et je suis rentré. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, mais au matin, j'avais pris une décision concernant Christian Sauvage. Je suis d'abord retourné voir Thierry Simon. J'avais besoin d'un dernier élément, l'emploi du temps actuel de Christian, l'adresse de son bureau et la certitude de savoir s'il était au courant de l'existence de Manon. Thierry m'a fourni les réponses en 4 jours. Christian Sauvage dirigeait un cabinet de conseil en marketing dans des bureaux à Écully. Marié depuis 15 ans, 2 enfants, un garçon de 12 ans et une fille de 9 ans. Sa fille s'appelait Chloé. J'ai lu cette ligne à 2 reprises. Le rapport de Thierry précisait qu'il n'y avait aucune indication que Christian Sauvage ait eu connaissance de Manon ou de la grossesse d'Hélène il y a 11 ans. Pour autant que l'on puisse en juger, il était reparti de ce séminaire et avait continué sa carrière et sa vie de famille sans jamais se retourner. J'ai gardé cette information pendant 2 jours. J'ai réfléchi à ce que cela signifiait de le lui dire. J'ai réfléchi à ce que cela signifiait de ne rien dire. J'ai pensé à Manon, assise dans une salle de classe à côté d'une demi-sœur dont elle ignorait l'existence, riant ensemble d'un exercice de lecture. Et j'ai pensé à Hélène, qui savait tout cela, qui était rentrée de ce séminaire pâle et silencieuse, affirmant qu'elle était juste fatiguée, qui m'avait annoncé quelques semaines plus tard, les yeux brillants et les mains tremblantes, qu'elle était enceinte. Et qui m'avait regardé devenir père pleinement, complètement, sans réserve, tout en portant un secret qui aurait pu tout détruire dès le premier jour. J'y ai pensé pendant un long moment. Puis j'ai appelé maître Daniel Mercier et je lui ai dit que j'étais prêt à lancer la procédure. Le cabinet de Daniel Mercier se trouvait au 14e étage d'un immeuble de la rue de la République. Propre, calme, le genre d'endroit qui sentait le cuir et la réflexion approfondie. C'était un homme compact d'une 50aine d'années, précis, tranquille, le genre de personne qui vous laisse finir vos phrases avant de répondre. On me l'avait recommandé 2 ans auparavant et je n'aurais jamais pensé avoir réellement besoin de lui. J'ai tout posé sur son bureau, les rapports de Thierry Simon, le résultat ADN, le bilan médical de la clinique de fertilité, les photographies d'Hélène et d'Olivier Morel. Daniel a tout lu sans exprimer d'émotion, prenant quelques notes dans la marge d'un bloc-notes jaune. Quand il a eu terminé, il a levé les yeux. « C'est complet », a-t-il dit. « Vous avez bien préparé le terrain. » « Je veux savoir où je me situe, lui ai-je répondu. Je lui ai tout dit, le mariage, la paternité, ce que le tribunal pouvait décider. Daniel a posé son stylo. Concernant le mariage, compte tenu des preuves d'adultère, vous pouvez demander le divorce pour faute. Le dossier est solide.
Il a fait une pause. Pour la paternité, c'est là que cela se complique. Vous êtes le père légal depuis 9 ans. Même avec un résultat ADN à 0%, le tribunal n'annulera pas automatiquement ce statut. On pourrait vous imposer de continuer à verser une pension alimentaire indépendamment de la biologie, selon la façon dont le dossier est plaidé. Je l'ai regardé avec stupeur. Donc, je pourrais être légalement responsable d'un enfant qui n'est pas le mien parce que j'ignorais qu'il ne l'était pas. C'est une possibilité bien réelle, a répondu Daniel calmement. Ce n'est pas automatique, mais c'est un risque. Son avocat pourrait plaider la relation paternelle établie, le lien affectif et l'intérêt supérieur de l'enfant. L'air de la pièce me semblait lourd. J'ai expiré lentement. Et pour le père biologique? Christian Sauvage. Daniel a hoché la tête. Si vous choisissez de l'informer, et s'il reconnaît la paternité volontairement ou par le biais d'un test ordonné par le tribunal, cela change considérablement la donne. La confirmation d'un père biologique déplace la responsabilité légale et financière vers lui. Je veux qu'il soit informé, ai-je dit. Daniel a pris note. Je peux rédiger un courrier officiel depuis mon cabinet ou vous pouvez le faire vous-même. Je vous conseille de passer par mon cabinet. Cela reste plus formel et propre. Par vous, ai-je dit. Gardons les choses carrées. Il a hoché la tête. Nous avons passé une autre heure à régler les détails, le partage des biens, la maison, les comptes joints, le calendrier des démarches. Quand je me suis levé pour partir, Daniel m'a tendu la main. Une dernière chose, ai-je dit avant de la serrer. Son avocat va soutenir que je savais ou que j'aurais dû me douter des problèmes de fertilité, et que j'ai tacitement accepté la situation. L'expression de Daniel n'a pas changé. J'ai déjà entendu cet argument. Nous serons prêts. Vous avez vos dossiers médicaux. Vous avez la preuve que vous n'avez subi aucun examen avant cette grossesse. Ce n'est pas une acceptation tacite. C'est l'attitude d'un mari qui faisait confiance à sa femme. Un mari qui faisait confiance à sa femme. J'ai serré sa main et je suis parti. Sur le trajet du retour, j'ai pris le chemin le plus long à travers les vieux quartiers où les arbres avaient encore leurs feuilles. J'ai pensé à Manon. J'ai réfléchi à ce que j'allais faire face au fait que je l'aimais totalement, sans condition, mais que je ne pouvais pas non plus continuer à vivre dans le mensonge sur lequel sa place dans ma vie avait été bâtie. Ces deux sentiments ne s'annulaient pas, mais ils ne pouvaient pas non plus coexister éternellement. Je devais choisir quel homme je voulais être après tout cela. Et je connaissais déjà la réponse. J'ai choisi un vendredi soir, non pas pour le côté dramatique ou pour faire une scène, mais parce que Manon passait la nuit chez une amie, et que j'avais besoin que la maison soit vide de tout ce qui comptait avant d'ouvrir la porte à ce qui allait arriver. J'ai passé l'après-midi à agir de manière méthodique. J'ai sorti les vêtements d'Hélène du placard, robes, chemisiers, chaussures alignées sur l'étagère du bas, et je les ai rangées dans 2 grandes valises. Pas de façon désordonnée, pas sous le coup de la colère. C'était plié soigneusement lorsque c'était nécessaire, empilé correctement sinon. J'ai laissé ses bijoux dans le tiroir de la salle de bain, car certains appartenaient à sa grand-mère, et je ne voulais pas être le genre d'homme à utiliser les sentiments comme une arme. J'ai pris ses affaires de toilette sous l'évier et je les ai placées dans un sac en toile à côté des valises. J'ai laissé son côté de l'armoire ouvert et vide. Puis, je me suis assis à la table de la cuisine avec un verre d'eau et j'ai attendu. Elle est entrée à 18h42. J'ai entendu la porte du garage s'ouvrir, le bruit de ses clés jetées dans la coupelle près de l'entrée, le rythme familier de ses talons sur le carrelage. Elle est entrée dans la cuisine en parlant déjà de la circulation sur l'autoroute, puis s'est arrêtée au milieu de sa phrase en voyant les valises posées près de l'entrée du couloir. Son visage a légèrement changé de couleur, juste assez. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. « Assieds-toi » ai-je dit. Elle ne s'est pas assise. Elle est restée là où elle était, une main tenant encore la lanière de son sac, les yeux oscillant entre moi et les valises. « Eric, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai posé 3 éléments sur la table devant moi, le rapport photo de Thierry Simon, le résultat du test ADN et le bilan de fertilité de la clinique. Je les ai disposés en ligne, bien espacés, et j'ai levé les yeux vers elle. « Olivier Morel » ai-je dit. 7 mois d'après ce que je sais, probablement plus. Elle a ouvert la bouche. J'ai levé la main. Le résultat ADN, ai-je continué, d'une voix calme et posée. Manon n'est pas ma fille biologique. Probabilité de paternité, 0%.
quelque chose a traversé son regard. Ce n'était pas de la culpabilité, ni de la tristesse. C'était quelque chose de plus complexe, de difficile à définir. Elle a posé lentement son sac sur le comptoir. Et le rapport médical, ai-je terminé? Mes analyses de fertilité. Moins de 2% de probabilité de conception naturelle. Ce qui signifie que tu savais, ou que tu aurais dû savoir, qu'il y avait un doute sérieux sur la paternité de Manon. Et tu n'as rien dit pendant 9 ans. Le silence entre nous était pesant. Elle est restée parfaitement immobile. Puis elle a dit doucement, tu n'étais plus présent. Tu étais toujours au travail, toujours en train de gérer les problèmes des autres. J'étais devenu invisible dans ce mariage bien avant d'avoir rencontré Olivier. Ce n'est pas un aveu, ai-je répondu. C'est une tentative de diversion. Essaie encore. Sa mâchoire s'est contractée. Tu veux que je m'excuse d'avoir essayé de survivre dans un mariage où je me sentais complètement seul? Je veux que tu reconnaisses, ai-je dit calmement, que tu es rentré d'un séminaire d'entreprise il y a 11 ans en sachant que tu pouvais être enceinte de ton supérieur. Et que tu m'as laissé élever cet enfant pendant 9 ans sans jamais me dire la vérité. Ce n'est pas de la solitude, Hélène. C'est un choix. Un choix délibéré et maintenu au fil des ans. Elle a détourné le regard. Un muscle s'est contracté sur sa joue. Et pendant que tu gérais ta solitude, ai-je ajouté, tu as apparemment trouvé le temps de voir Olivier Morel le mardi soir. Le Méridien, le bar à vin du Vieux-Lyon. Ça te parle? Elle m'a alors regardé de nouveau. Ses yeux étaient secs. Cela m'a tout dit. Tu m'as fait suivre. J'ai fait suivre la vérité, ai-je dit. Elle m'a mené à toi. Elle a tiré la chaise en face de moi et s'est assise. Elle a croisé les mains sur la table. Quand elle a repris la parole, sa voix était contrôlée, mesurée, d'une manière qui me montrait qu'elle avait déjà imaginé cette conversation, du moins sous une certaine forme, avant ce soir. Et maintenant? Tu me jettes dehors et tu te poses en victime. Je ne joue à rien, ai-je répondu. Je mets fin à un mariage qui a été construit sur des fondations que tu avais vidées de leur substance avant même qu'il ne commence. Tu pars ce soir. Les valises sont prêtes. J'ai laissé les bijoux de ta grand-mère dans le tiroir de la salle de bain. Tu ne peux pas simplement. J'ai déjà parlé à maître Daniel Mercier, ai-je dit. Les papiers sont en cours de préparation. Le divorce pour adultère est lancé. Tu recevras un courrier de son cabinet en début de semaine prochaine. J'ai fait une pause. Je veux aussi que tu saches que Christian Sauvage a été informé par mon avocat. Il va recevoir un courrier officiel et une copie du résultat du test ADN. Cette phrase l'a touchée. Elle s'est figée pour la première fois depuis qu'elle était entrée. Le calme qu'elle s'efforçait de maintenir s'est brisé, laissant place non pas à des larmes, mais à quelque chose de plus froid, une sorte de calcul soudainement interrompu. Tu n'avais aucun droit de faire ça, a-t-elle dit d'une voix basse et serrée. Sa fille est dans la même classe que Manon, ai-je répliqué. Il a le droit de savoir. Et pour être honnête, sa femme aussi. Elle s'est levée. Elle a pris son sac sur le comptoir. Elle a regardé les valises, puis m'a fixé à nouveau. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose de vrai, qui reconnaîtrait la réalité de ce qu'elle avait fait. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a saisi la poignée d'une valise, a laissé la seconde et s'est dirigée vers la porte. Elle s'est arrêtée sur le pas de la porte. Sans se retourner, elle a dit, « Tu n'aurais jamais été à la hauteur de toute façon, Eric. » J'ai regardé son dos. Peut-être pas, ai-je dit. Mais j'ai toujours été honnête. C'est là toute la différence. La porte s'est refermée derrière elle. Je suis resté assis à la table de la cuisine pendant un long moment après cela. La maison était silencieuse d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Ce n'était pas le silence d'une famille qui s'endort, mais le silence d'un espace qui avait enfin cessé de faire semblant. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Manon, « Dors bien, ma puce. À demain. » Sa réponse est arrivée en moins d'une minute, une série d'émojis et la photo d'un cœur dessiné à la main sur la tablette de sa copine. J'ai posé le téléphone. J'ai respiré, et pour la première fois depuis des semaines, l'air de la pièce me semblait léger et m'appartenait enfin. Le week-end s'est passé calmement. Je suis allé chercher Manon le samedi matin chez sa copine,
je lui ai préparé son petit déjeuner préféré, des œufs brouillés et du pain de mie dont j'avais coupé la croûte, et nous avons passé l'après-midi au parc à lancer un frisbee jusqu'à ce que j'ai mal au bras. Elle n'a pas demandé où était sa mère. Les enfants ont une perception plus fine que ce qu'on leur accorde, et Manon avait toujours été très observatrice pour son âge. Elle poserait des questions quand elle serait prête. Je répondrai honnêtement, avec les mots qu'une enfant de 9 ans a besoin d'entendre. Quand ce moment est arrivé, le dimanche soir, j'étais en train d'examiner le projet de convention de divorce que Daniel m'avait envoyé par mail lorsque mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu, indicatif local. J'ai failli laisser sonner. Quelque chose m'a poussé à répondre. Allô, Éric Legrand. La voix était celle d'une femme, calme mais habitée par une tension palpable, comme quelqu'un qui se retient de craquer à force de volonté. Oui, c'est moi, ai-je dit. Une courte pause. Je m'appelle Nathalie Morel. Je pense que vous savez pourquoi je vous appelle. J'ai refermé l'ordinateur portable. Oui, je sais. Une autre pause. Plus longue cette fois. J'ai trouvé le courrier de votre avocat ce matin. Olivier l'avait laissé sur le comptoir de la cuisine. Je ne sais pas s'il a oublié qu'il était là ou s'il voulait que je le voie. Je l'ai lu 2 fois avant de l'appeler au travail. Sa voix restait maîtrisée, mais de justesse. Il n'a pas nié. Je suis désolé, ai-je dit. Et je le pensais vraiment, non pas comme une formule de politesse, mais comme un être humain s'adressant à un autre qui comprenait exactement le poids d'une telle matinée. Depuis combien de temps le saviez-vous, a-t-elle demandé. Environ 3 semaines avec certitude. J'avais des soupçons avant cela. Un collègue les a vus ensemble. C'est comme ça que tout a commencé. Elle est restée silencieuse un instant. 7 mois, m'a-t-il dit. Il a prétendu que c'était 7 mois. Elle a laissé échapper un court rire sans joie. Je l'ai cru quand il m'a dit que ce n'était rien au printemps dernier. Il m'a dit que je me faisais des idées. Cette phrase a résonné en moi. Ils sont doués pour ça, ai-je dit. Oui. Une pause. Je voulais vous appeler parce que... Je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être parce que je pensais que vous méritiez de savoir que votre couple n'était pas le seul à s'effondrer, et parce que je voulais parler à quelqu'un qui avait déjà traversé le pire de la découverte. Elle s'est interrompue. Est-ce que ça devient plus facile? Le fait de savoir? J'ai réfléchi sincèrement avant de répondre. Savoir est en réalité la partie la plus facile, ai-je dit. C'est le doute qui vous use. Une fois qu'on sait, on peut avancer, on peut prendre des décisions. On retrouve de la terre ferme sous les pieds. Elle a assimilé mes paroles. Votre fille. A-t-elle dit avec précaution. J'ai lu la lettre. Je comprends qu'il y a plus que la simple histoire d'Olivier. C'est vrai, ai-je confirmé. Mais je gère la situation. Est-ce qu'elle va bien? A demandé Nathalie. Votre fille? La question m'a surpris. Non pas par son contenu, mais par sa gentillesse. Elle va bien, ai-je dit. Elle est forte. Elle a 9 ans et elle lance le frisbee mieux que moi. Alors je pense qu'elle s'en sortira très bien. Un léger son à l'autre bout du fil. Presque un rire, presque un acquiescement. Je l'espère, a dit Nathalie doucement. Je vous le souhaite à tous les deux. Nous nous sommes dit au revoir peu après. Pas d'échange d'informations supplémentaires. Pas de projet de nous reparler. Juste 2 personnes qui avaient vécu à côté de la même trahison, partageant brièvement son fardeau avant de retourner chacun à leur propre vie. Je suis resté assis un moment après cet appel. Puis j'ai rouvert le mail de Daniel et j'ai lu attentivement le projet de convention, en prenant des notes dans les marges là où j'avais des questions. 3 jours plus tard, Daniel m'a appelé pour me dire que Christian Sauvage avait contacté son cabinet. Il ne contestait pas le résultat du test ADN. Il demandait cependant du temps pour consulter son propre avocat avant de répondre formellement. Il ne cherche pas à fuir, m'a dit Daniel. D'après mon expérience, cela signifie qu'il va assumer ses responsabilités. Parfait, ai-je dit. Cette même semaine, l'avocat d'Hélène a envoyé une réponse préliminaire à notre demande de divorce. Elle comprenait, comme Daniel l'avait anticipé, l'argument selon lequel j'aurais accepté tacitement la situation de paternité incertaine en n'ayant jamais demandé d'examens médicaux pendant nos années d'essai pour concevoir un enfant.
La formulation était soignée et argumentée avec précision. Daniel m'a appelé après l'avoir lu. Ils vont insister lourdement sur cet aspect, a-t-il dit. Mais vos dossiers médicaux sont clairs. Vous vous êtes rendu dans cette clinique de votre propre initiative, sans aucun test antérieur enregistré. Ce n'est pas le comportement d'un homme qui acceptait l'incertitude. C'est celui d'un mari qui faisait confiance à sa femme. Alors, on réplique, ai-je dit. On réplique, a confirmé Daniel. Et on va gagner. Je lui faisais confiance. J'avais appris récemment, de la manière la plus douloureuse qui soit, la différence entre une confiance qui se mérite et une confiance que l'on accorde par simple habitude. Daniel Mercier avait mérité la mienne. La procédure de divorce s'est déroulée comme Daniel l'avait promis, de manière méthodique, sans raccourci, chaque document à sa place. L'avocat d'Hélène a maintenu l'argument de l'acceptation tacite pendant 3 semaines avant que Daniel ne le démonte dans une réponse écrite qu'il a qualifiée lui-même de chirurgicale. Mes antécédents médicaux ne montraient aucun examen de fertilité à aucun moment de notre mariage. Aucun suivi, aucune recommandation clinique, aucune trace écrite montrant que j'aurais été informé ou incité à douter de la paternité de Manon. Un homme qui avait simplement fait confiance à sa femme et qui n'avait eu aucune raison de douter d'elle. La demande de divorce pour faute est restée valable. Les photos de la surveillance de Thierry Simon, combinées aux preuves horodatées, laissaient très peu de marge de manœuvre au camp d'Hélène sur ce plan. Ce qui occupait le plus mes pensées, plus que le partage des biens, plus que la maison ou les comptes bancaires que nous séparions méticuleusement, c'était la question de Manon. Je me suis assis en face de Daniel un après-midi de fin novembre et je lui ai exposé clairement ma décision. Il m'a écouté sans m'interrompre, ce que je respectais le plus chez lui. Je ne vais pas contester la garde, ai-je dit. Je ne vais pas me battre pour conserver la paternité légale. Manon n'est pas ma fille biologique. C'est un fait. Et la relation que j'ai avec elle, tout ce sur quoi elle a été construite, a été établie sur un mensonge auquel je n'ai jamais consenti. Je peux l'aimer, et je l'aime. Mais je ne peux pas construire le reste de ma vie sur des fondations qui ont été posées à mon insu. Daniel est resté silencieux un instant. Ce n'est pas la décision que prennent la plupart des hommes dans votre situation, a-t-il dit prudemment. Vous comprenez que cela signifie renoncer entièrement au lien parental légal? Je comprends, ai-je dit. Je ne m'éloigne pas de Manon en tant que personne. Je me retire d'un statut légal qui m'a été attribué par la tromperie. Ce sont 2 choses différentes. Il a pris note. Qu'en est-il des contacts futurs? Ce sera entre Manon et moi quand elle sera en âge de comprendre toute la situation, ai-je répondu. Pour l'instant, elle a besoin de stabilité. Elle a besoin de sa mère, quelle que soit la forme que cela prenne. Elle n'a pas besoin d'une bataille juridique pour la garde par-dessus tout le reste. Daniel a hoché la tête lentement. Il l'a écrit. Et vous êtes conscient que renoncer à la paternité légale dans ces conditions vous libère également de toute obligation financière? J'en suis conscient, ai-je dit. Christian Sauvage a été informé. Il assumera cette responsabilité. Elle lui incombe. Nous sommes restés silencieux un moment. Puis Daniel est passé au point suivant de la liste, et je lui en ai été reconnaissant. Il comprenait la différence entre une décision qui méritait d'être discutée et une décision qui était déjà prise. La maison s'est vendue plus rapidement que je ne l'espérais, au prix du marché, et l'argent a été partagé équitablement, conformément à notre accord. J'ai trouvé un appartement dans un immeuble près du centre-ville, au 12e étage, avec une vue sur la ville dont je n'aurais jamais pensé avoir envie avant de l'avoir sous les yeux. J'ai emménagé avec ce dont j'avais besoin et j'ai laissé le reste. Les meubles que nous avions achetés ensemble sont pour la plupart restés avec Hélène. J'ai pris les couteaux de cuisine parce que c'était moi qui avais toujours cuisiné, ainsi qu'un fauteuil de lecture qui m'appenterait avant le mariage. Tout le reste pouvait être remplacé. Un jeudi soir de décembre, je me suis assis dans ce nouvel appartement, mon plat à emporter posé sur le comptoir, les lumières de la ville visibles à travers la fenêtre, et j'ai pris un rendez-vous de suivi à la clinique de santé masculine. Non pas pour réévaluer le diagnostic, mais pour entamer une discussion sur les options qui s'offraient à moi pour l'avenir. Le médecin avec qui j'avais travaillé s'est montré direct et compétent. Il existait des traitements, des protocoles d'assistance qui valaient la peine d'être explorés le moment venu. J'ai également appelé mon frère ce soir-là. Notre première vraie discussion depuis des mois. Je lui ai raconté l'essentiel. Il m'a écouté comme seul un grand frère sait le faire,
sans chercher à tout arranger ou à adoucir la réalité. Quand j'ai eu fini, il m'a dit, « Tu as l'air plus lucide que tu ne l'as été depuis des années, Eric. » J'y ai repensé après avoir raccroché. Lucide était exactement le mot juste. Pas guéri, cela allait prendre du temps. Pas pleinement heureux non plus, pas encore. Mais lucide, comme une vitre qui avait été couverte de buée pendant des années et que l'on venait enfin d'essuyer. Je pouvais voir l'avenir. C'était suffisant pour l'instant. 4 mois après qu'Hélène soit partie de la maison avec une seule valise, le divorce a été prononcé par un matin gris de mardi dans un tribunal de Lyon. Je portais un costume et une cravate par habitude. Daniel était assis à mes côtés. L'avocat d'Hélène était en face. Le juge a mené l'audience avec l'efficacité de quelqu'un qui avait fait cela des milliers de fois et qui n'y trouvait rien d'extraordinaire ni de banal, juste la conclusion ordonnée d'un arrangement juridique qui était arrivé à son terme. Tout s'est réglé en moins de 40 minutes. J'ai serré la main de Daniel sur les marches du tribunal et je l'ai remercié. Il m'a dit que j'avais été l'un de ses clients les plus organisés. Venant de lui, j'ai pris cela pour un grand compliment. Je me suis rendu dans notre restaurant du sud de la ville, non pas parce que ma présence était indispensable, mais parce que j'avais besoin de m'occuper les mains de façon utile. J'ai fait le tour de la salle, vérifié les stocks avec le responsable des opérations, goûté 2 sauces en cours d'ajustement pour la carte du printemps, et j'ai eu une brève réunion concernant un problème de personnel dans notre établissement près du parc de la Tête d'Or. Un travail ordinaire, concret, qui ne demande rien d'autre que de l'attention et du jugement. Quand je suis rentré à mon appartement ce soir-là, la tension que je portais dans les épaules depuis 4 mois s'était transformée en une fatigue ordinaire. Christian Sauvage, d'après les dernières nouvelles de Daniel, avait officiellement reconnu la paternité par l'intermédiaire de son avocat. Sa réponse à notre correspondance juridique s'était faite de manière mesurée et sans hostilité, l'attitude d'un homme faisant face aux conséquences de ses propres choix, ce qui n'était pas mon problème. Sa fille Chloé et Manon étaient toujours dans la même classe. Je ne savais pas comment cette situation était gérée et je n'avais pas besoin de le savoir. Ce n'était plus à moi de gérer ce foyer. Hélène s'était installée dans un appartement près de chez sa sœur à Villeurbanne. Olivier Morel, d'après ce que les contacts de Daniel avaient appris dans le milieu juridique, n'avait pas quitté Nathalie. Qu'il s'agisse d'une réconciliation ou d'une simple habitude, ce n'était pas non plus mes affaires. Ce qui me concernait, ce à quoi je commençais à penser avec une certaine attente plutôt qu'avec de l'appréhension, c'était ce qui m'attendait. Je suis retourné à la clinique de santé masculine en janvier. Le spécialiste m'a présenté différentes options de traitement, des thérapies hormonales, des protocoles d'assistance à la procréation, une démarche progressive qui n'était pas garantie mais qui n'était pas dénuée de réelles perspectives. Il s'est montré honnête quant aux délais et aux probabilités. J'ai respecté cela. Je lui ai dit que je voulais étudier ces options sérieusement, et nous avons mis en place un programme sur 3 mois. J'ai également passé une longue soirée en février à rédiger, non pas pour d'autres mais uniquement pour moi-même, les conditions que j'entendais poser dans toute future relation. Non pas comme une liste d'exigences, mais comme les fondations d'une vie que je construisais cette fois les yeux grands ouverts. En haut de cette liste, l'honnêteté, dès le départ et sans exception. Et juste en dessous, écrit noir sur blanc, toute femme avec qui je choisirais de fonder une famille devrait accepter que je demande une confirmation de paternité à la naissance d'un enfant. Non pas par suspicion, ni comme une accusation, mais comme l'exigence d'un homme qui avait appris à ses dépens que l'amour sans certitude, dans ce contexte précis, l'avait presque détruit. Je n'étais pas prêt à revivre cela. Je n'étais pas prêt à élever un autre enfant que j'aimerais de tout mon cœur pour découvrir un jour, par un dossier posé sur la table de la cuisine, que tout l'édifice de cet amour avait été une construction élaborée par quelqu'un d'autre pour sa propre convenance. Si une femme trouvait cette condition inacceptable, cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir avant d'aller plus loin. Le samedi précédant le prononcé du divorce, j'avais fait une dernière chose. J'avais conduit jusqu'au parc où j'avais emmené Manon des dizaines de fois au fil des ans, celui avec l'étang au canard et le vieux pont en bois sur lequel elle voulait toujours courir. Je suis resté assis sur le banc près de l'eau pendant 1 heure. Je n'étais pas là pour pleurer. J'étais là pour marquer la fin de quelque chose. De la même façon qu'on marque la fin d'un long voyage. Sans drame, sans cérémonie, juste par ma présence. J'ai pensé à l'homme que j'étais quand j'avais emmené Manon dans ce parc pour la première fois. 20 minutes de frisbee, une brique de jus de fruits et son visage ravi lorsqu'un canard s'approchait d'elle de trop près et la surprenait.
J'ai pensé à l'homme que je devais être aujourd'hui, assis sur le même banc 9 ans plus tard, avec une compréhension plus nette du monde et une confiance plus calme dans mon propre jugement. Je n'étais pas devenu plus dur. Je ne voulais pas le devenir. Je voulais simplement être éveillé, pleinement et constamment éveillé, d'une manière que je n'avais pas été durant la majeure partie de mon mariage. Je suis rentré chez moi. Je me suis préparé un dîner pour moi tout seul, ce dans quoi je commençais à être plutôt doué. Je me suis assis près de la fenêtre et j'ai mangé tandis que la ville s'enfonçait dans la nuit en contrebas, ses lumières s'allumant une par une, comme elle l'avait toujours fait, indifférente et constante. J'avais 42 ans. J'avais une bonne carrière, un appartement en ville avec une vue que je commençais à apprécier, un médecin qui m'aide à tracer mon chemin, et une idée très précise de ce que j'accepterais et de ce que je refuserais dans la vie qui m'attendait.